Nous sommes le lundi 14 janvier, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de la soirée dont elles sont les titres. Le secrétariat d'État aux affaires sociales a lancé hier à partir d'Obokville la semaine nationale de la solidarité. Et dans l'actualité internationale, 15 personnes sont mortes dans le crash aujourd'hui d'un avion cargo militaire iranien. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu la visite de courtoisie des parlementaires français, à savoir M. Jacques-Marie Lauziane, Caroline Vivel et Séverine Gibson, tous membres de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées françaises. La rencontre s'est déroulée au Salon d'honneur du Parlement et ce en présence du président du groupe d'amitié Djibouti-France au sein de l'hémicycle national, Dileta Mohamed Dileta, et le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Après ses premiers mots de bienvenue, Mohamed Ali Ahmed s'est dit honoré de la visite des députés. Cela dit, les personnalités des deux bords ont passé en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays et les institutions parlementaires, notamment les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage la diplomatie. Devant ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a soulevé la nécessité pour les groupes d'amitié parlementaires de contribuer au renforcement de liens de coopération unissant les deux nations. À l'issue de l'entrevue, Mohamed Ali Ahmed et ses hôtes ont procédé à un échange de cadeaux. Toujours à l'Assemblée nationale, la commission de loi de l'Assemblée nationale a tenu hier une réunion pour examiner deux projets de loi. Ces travaux étaient dirigés par Mme Kaltoum et ce en présence de tous les membres de cette dite commission. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. Les discussions étaient intenses et constructives. Enfin, les membres de cette commission ont donné leur avis pour transmettre ces deux projets à la prochaine séance plénière. Je vous le disais en titre, le secrétariat d'État aux affaires sociales a lancé hier à partir d'Obokville la semaine nationale de la solidarité qui a pour slogan solidarité et cohésion sociale. À cet effet, une importante délégation conduite par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan, et comprenant le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu donc dans la ville de Hayou, le choix d'Obok pour le lancement de cette semaine de solidarité nationale se justifie par la volonté de la secrétaire d'État aux affaires sociales de faire preuve d'innovation en décentralisant les actions sociales pour les rapprocher au plus près des populations nécessiteuses. Clôturé avec la pose de la première pierre d'un futur centre de activités génératrices des revenus dans la région de Hayou. Cette délégation donc a ensuite visité le lycée au métier du professionnel aux jeunes de la ville de Hayou, des métiers comme la
comme la mécanique, la robotique et les activités de plomberie. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a salué cette initiative de sa collègue chargée des affaires sociales. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a également indiqué que des formations en hôtellerie et en cuisine seront mises en place en faveur de jeunes dans le lycée technique d'Obok. On les écoute tous les deux. Le développement économique et social d'un pays ne peut être efficient s'il n'est pas accompagné d'une politique de décentralisation avec une autonomie matérielle, organique et fonctionnelle. Les actions s'enchaînent dans presque tous les domaines. Éducation, santé et notamment dans celui du sport en ce qui me concerne. En effet, pour le département dont j'ai la charge, on a voulu renforcer nos structures par la mise en place des sous-directions régionales capables de fédérer les CDC et complexes sportifs. Nous travaillons donc en ce moment pour les voies et moyens de renforcer leurs capacités. Si aujourd'hui notre pays peut s'enorgueillir de ses avancées économiques et tirer pleinement profit de sa position géostratégique, c'est grâce à la politique éclairée d'un visionnaire, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a fait de notre pays un hub régional et a prédit un avenir radieux pour Obok. Je viens à Obok aujourd'hui en cette journée dédiée à la solidarité nationale avec un important projet éducatif et une série d'activités concourant toutes à l'amélioration du système éducatif dans cette région, visant donc à renforcer l'inclusion, l'efficacité et l'efficience de notre offre éducative que nous venons ce matin procéder avec donc ma collègue Mouna et moi-même à la pose de la première pierre de l'extension du lycée d'Obok avec la construction des 7 nouvelles salles des classes, dont 4 laboratoires scientifiques et 3 salles banalisées. Outre ces salles, le lycée disposera, Inch'Allah, de 2 salles de préparation, d'une surveillance et d'un bloc administratif. Ainsi, nous aurons un lycée complet à Obok, Inch'Allah. La secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, a donc mis l'accent sur la nécessité de renforcer les infrastructures sociales de base dans les régions et créer ainsi un environnement socio-économique propice à encourager cette population à se maintenir dans ces zones d'origine. Suivant une partie de son intervention. Nous inaugurons aujourd'hui la Semaine nationale de l'action sociale, non plus par un séminaire ou un atelier à l'assistance restreinte, comme cela fut par le passé, mais bien par une rencontre ouverte à la communauté et par des activités concrètes montrant le processus de développement social en cours de concrétisation. De plus, si nous sommes toujours fiers de donner le coup d'envoi de la semaine, véritable point fort de notre calendrier social, nous le sommes davantage aujourd'hui, car en délocalisant cette manifestation à Obok, nous faisons preuve d'innovation et d'une meilleure aptitude à maîtriser la relation entre la protection sociale et le travail social dans les régions. L'innovation est traduite par la décentralisation de la manifestation aujourd'hui, car nous sommes plus que jamais convaincus que cette politique de décentralisation s'inscrit dans l'action sociale, dans une logique de proximité, que s'inscrit la réalisation par l'Agence djiboutienne de développement social, que je voudrais féliciter et encourager pour aller de l'avant, de nombreux ouvrages à vocation sociale au chef-lieu d'Obok. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. La réhabilitation du centre de santé dont les travaux sont en phase d'achèvement, l'extension du réseau d'électricité en cours actuellement, la réalisation d'une voie en pavé pierre taillée, la réalisation de conduites d'eau de forage vers les réservoirs de la ville, l'acquisition de chambres froides pour la pêcherie et le renforcement de sa capacité électrique, l'acquisition de matériel pour les pêcheurs d'Obok, l'extension du lycée d'enseignement général avec 4 salles scientifiques, un bloc administratif,
dont la pose de pierre est prévue aujourd'hui, la réhabilitation et l'équipement du dortoir du collège d'Obok, l'acquisition d'équipements chauds et froids pour le LIC d'Obok. Comme vous pouvez le constater, notre souci de doter les régions des services sociaux essentiels n'a d'égal que celui d'affirmer l'attachement de l'État et la volonté politique du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. L'actualité de ce 22h, c'était aussi cette réunion annuelle du Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, présidée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samblier. Cette réunion a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. L'objectif de la réunion est d'examiner comment embaucher les travailleurs handicapés dans les établissements du secteur privé et les établissements publics régis par le Code du travail, ainsi que le quota de 1%, 3% et 5% des travailleurs handicapés en fonction de l'effectif de l'entreprise. La réunion, qui durera quelques jours, a vu la participation du directeur général de l'Agence nationale des personnes. Son allocution, le directeur général de cette Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud, a rappelé l'importance que revêt la réunion au profit des personnes handicapées et leurs conditions d'embauche dans le secteur privé et public. Sans transition sur ce sujet, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samblier, a quant à lui indiqué que chaque personne handicapée doit bénéficier des moyens de même droit au travail, aux travailleurs complets. Écoutons le ministre. Il y a eu la réunion annuelle de CONTES. Le CONTES est un lieu de rencontre, de dialogue entre les partenaires sociaux. Donc l'objet aujourd'hui de cette réunion est le quota des handicapés pour pouvoir travailler dans les différentes entreprises. Comme vous le savez, le chef de l'État a créé une agence nationale des handicapés, a vu le jour. Donc les instructions du chef de l'État ont été claires. Il nous a encouragé à accompagner cette agence afin d'aider les personnes à besoins spéciaux. Donc nous, en tant que ministère du Travail, nous avons réfléchi pour cette agence et nous avons proposé des quotas pour faire travailler ces handicapés. Ces quotas vont de 1% à 3% en fonction, n'est-ce pas, du nombre de salariés employés par les entreprises. Donc ceci va se découler par un décret. Ce décret n'est pas un décret obligatoire, mais c'est un décret de consensus. Donc nous avons invité les employeurs à réfléchir avec nous, ensemble, pour trouver ensemble des solutions adéquates pour qu'on puisse faire travailler les personnes handicapées. N'oublions pas que les personnes, nul ne peut échapper à l'handicap. Tu peux devenir handicap à la suite d'un accident, tu peux devenir handicap à la suite d'une maladie, donc nul ne peut échapper à cette catégorie de personnes. Donc c'est la raison pour laquelle nous encourageons ces entreprises à nous accompagner, à accompagner la politique du chef de l'État qui consiste à donner du travail aux personnes handicapées. Voilà l'objet de ce contest qui va donc se dérouler demain après-demain. Je vous assure qu'il y a un débat houleux, les débats sont fructueux et je recommande aux employeurs d'être plus sensibles, ouverts d'esprit afin d'aider ces personnes handicapés. Et je vous en remercie. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Jamal Meouki, a reçu hier matin dans son cabinet le nouvel ambassadeur de la Turquie accrédité à Djibouti, Salim Levent. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Banoïta, et des cadres du département de la Santé. Le ministre de la Santé a d'emblée souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur turc et lui a exprimé ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de sa mission. Puis les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération sanitaire entre les deux pays. La délégation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a poursuivi ses rencontres avec les différents acteurs politiques du pays. Ces experts s'imprègnent des avancées réalisées sur la décentralisation fiscale avec pour point de mire asseoir la bonne gouvernance dans le pays. Cette délégation a rencontré aujourd'hui le ministre de la Justice où il a été question de la décentralisation de la justice dans des régions afin d'être proche des collectivités régionales.
Ensuite, cette délégation a rencontré le ministre par intérim de la décentralisation. Les discussions ont porté sur le plan d'action du gouvernement dans la mobilisation des ressources des collectivités territoriales, le renforcement des capacités en matière de ressources humaines, financières et matérielles. Et enfin, le ministre du budget, Bodi Ahmed Roblé, qui a reçu le ministre, a souligné que les collectivités territoriales doivent avoir une autonomie économique et financière et de manière générale un développement endogène afin d'offrir à cette population un meilleur cadre de vie. Faire des Djiboutiens de la diaspora ou vivant à l'étranger des acteurs du développement et renforcer leurs capacités, c'est sous ce thème que s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple un atelier conjointement organisé par le ministère des Affaires étrangères et l'Organisation internationale des migrants. L'atelier avait pour objectif de mettre en place un comité de pilotage concernant le guide des migrants 2030. Ce comité qui est composé des représentants de différents ministères, notamment le ministère de la Communication, des Finances, le ministère de l'Intérieur, la Chambre de commerce, l'Agence de la réhabilitation urbaine, logement, connu sous les acronymes ARULOS. Ce comité mettra en place une approche réfléchie pour apporter des réponses concrètes qui tendent vers la stratégie nationale de développement. Comment associer ou encore mobiliser la diaspora vers les questions de développement, questions au nom de l'agenda des politiques de coopération, tant en matière migratoire que développement. La représentante de l'OIM, Mme Laldini Varassami, a souligné qu'il était important de développer cette stratégie. Écoutons à présent le directeur des affaires multilatérales, Guélé Idriss Omar. Aujourd'hui, c'est le tour de notre diaspora de donner beaucoup à Djibouti que de recevoir de Djibouti. Et notre pays est disposé et prêt à les accueillir chez eux, qu'ils sont des investisseurs, qu'ils sont des penseurs, qu'ils sont des gens intellectuels qui veulent aider leur pays et leur peuple intellectuellement avec leur savoir-faire. Le pays et le gouvernement les accueillent à bras ouverts. Et j'espère à travers ce projet et ce programme, notre diaspora va nourrir et va être accueillis honorablement chez eux et vont comprendre ce que le gouvernement attend d'eux. Et Inch'Allah, ensemble, nous pourrons développer ce pays dans tous les domaines économiques, sociaux et même politiques s'il le faut. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. En Iran, 15 personnes sont mortes dans le crash ce matin d'un avion cargo militaire. L'avion a effectué un atterrissage d'urgence et a pris feu après avoir heurté un mur en bout de piste. L'avion avait 16 personnes à son bord. 2 victimes sont de civils alors qu'un mécanicien navigant a survécu à l'accident. Le drame a eu lieu sur l'aéroport de Fath à proximité de Téhéran. L'avion militaire transportait de la viande et arrivait à Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan, qui se trouve au nord-est de l'Iran. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.